Bonjour à tous, bienvenue dans Smartcom, votre rendez-vous mensuel en partenariat avec entreprises et médias, associations et think tank des directeurs de la communication des grandes entreprises et organisations. Alors vous le savez, chaque mois on décortique ensemble les grands enjeux auxquels doit faire face la communication d'entreprise, que ce soit en interne ou en externe. Et ce mois-ci, on va essayer de tirer les enseignements de la crise Covid. On ne l'a peut-être pas assez dit, mais la communication s'est retrouvée en première ligne, elle a retrouvé une place stratégique, elle a su être agile, réactive, il a fallu s'adresser à chacune des parties prenantes en interne, en externe, même quand toutes les réponses n'étaient pas disponibles. Alors maintenant que le dur de la crise est passé, quels sont les défis que doivent relever les directeurs de la communication? On en parle tout de suite dans Smartcom. Et pour en parler aujourd'hui, je reçois Ludovic Boursin, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de la communication et des affaires publiques de Domus Vie. Élise Herman, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice de la communication du groupe ADP. Et Alexandra Van Wedingen, bonjour. Bonjour. Vous êtes, directrice de la communication corporate du groupe Galeries Lafayette. D'abord, moi, j'aimerais faire un petit tour de table parce que c'est vrai qu'on a beaucoup parlé des DRH en première ligne et peut-être pas finalement assez du rôle des directions de communication pendant la crise. Comment est-ce que vous l'avez vécu, vous, par exemple, Élise ? Alors nous, la crise a été assez violente pour le groupe, puisque on avait plein de bonnes nouvelles à annoncer en février. On s'est tous retrouvés confinés le 15 mars, avec la fermeture de l'aéroport d'Orly pendant 3 mois, ce qui a été inédit pour le groupe. L'aéroport n'avait jamais fermé de sa vie. Donc effectivement, on a été en première ligne, on a été au quotidien dans les groupes de gestion de crise, très intégré avec le management, très présent aux côtés des équipes, mais à devoir tenir la distance, puisqu'on a eu un premier confinement, puis un deuxième, puis un troisième. Donc ça a été à la fois passionnant, aussi épuisant, avec la nécessité de tenir la distance pour nous et nos équipes. Donc une période à la fois professionnellement passionnante, mais épuisant sur le plan de la gestion personnelle et aussi auprès de nos équipes. Oui, Alexandra, vous aussi, situation compliquée, j'imagine, parce qu'avec des magasins qui ouvrent, qui ferment en permanence. Tout à fait. Et d'ailleurs, on a eu beaucoup l'occasion d'échanger avec Élise parce qu'on s'est retrouvés dans des situations un peu similaires. Pour le groupe Galeries Lafayette, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'en 125 ans d'histoire de ce groupe familial, leader français des grands magasins, on n'avait jamais fermé les portes de façon aussi prolongée, même pendant les guerres. Donc ça a été une période tout à fait inédite. Et donc la question a été tout de suite de pouvoir s'organiser à cette situation inédite. Une fois la stupéfaction passée, comment faire pour être le plus présent possible auprès des équipes, parce qu'en plus c'est vrai que comme Élise, on est quand même dans des métiers humains à forte interaction et valeur ajoutée humaine, et donc les équipes elles aussi n'avaient jamais été soumises à ce type de situation. Donc il a fallu faire preuve de beaucoup d'agilité, de beaucoup de réactivité et surtout beaucoup de coordination, donc avec les ressources humaines évidemment, mais aussi avec l'ensemble du comité exécutif de l'entreprise pour pouvoir rassurer et ensuite s'organiser pour gérer cette situation qui, comme le rappelait Élise, nous a mis dans un manque de visibilité totale puisqu'on ne savait pas du tout combien de temps ça allait durer, comment ça allait s'organiser. Et donc, il a fallu en permanence s'adapter et s'assurer en même temps de rester aussi proche que possible de l'ensemble de nos parties prenantes, que ce soit les clients, les collaborateurs et l'ensemble de l'écosystème qui, du coup, s'est posé beaucoup de questions aussi par rapport à cette situation, que ce soit les journalistes ou les pouvoirs publics aussi, avec qui on a beaucoup échangé pendant toute cette période. Alexandra parlait de métier humain, j'imagine que ça vous concerne aussi. Oui, parce que nous, c'est que de l'humain dans le métier. Alors, à la différence, et ça c'est très intéressant, je pense, dans notre débat d'aujourd'hui, c'est que nous, on n'a jamais été fermés. Contrairement au secteur, en tout cas de l'aérien ou des grands magasins, pendant la crise, on n'a jamais été fermés. Nos résidences ont toujours été ouvertes pour cause. Donc, ça change vraiment la donne. Je crois qu'en tant que directeur, on n'a jamais vécu que ça les uns les autres. De toute façon, c'est inédit pour nous. Et donc, on a dû être inventif, flexible, réactif. En tout cas, je pense que très clairement, il y a eu un avant et après pour les DIRCOM, très clairement. Il y a eu, à mon sens, le sentiment, on a dû renforcer l'exigence de transparence. Je pense que ça, c'est extrêmement important durant cette période-là. On a dû dire ce qu'on savait et on a dû montrer ce qu'on faisait. Voilà. Et admettre quand on savait pas. Exactement. Et savoir dire on ne sait pas. Et ça, c'est important. Je pense qu'aussi, lorsque les directions des affaires publiques, en tout cas c'est le cas au sein du groupe de Domus, sont rattachées aux directions de la communication, c'était extrêmement important parce qu'on a pu avoir de l'information un peu en amont qui venait de l'exécutif et gagner quelques heures avant les annonces.
vous le savez en tant que journaliste, mais pour nous, communicants, c'est vrai aussi, c'est extrêmement important. Voilà, donc il a fallu se réinventer, il a fallu créer des nouveaux médias, des nouveaux outils. On en parlera peut-être tout à l'heure pour être très concret sur des outils digitaux qu'on a pu créer pendant cette période. Alexandra, est-ce que cette crise, elle diffère parce que vous avez connu plein de crises finalement, la crise des attentats, les gilets jaunes, celle-ci par-dessus. Est-ce que finalement on devient un peu entraîné à la crise et on gère les choses plus facilement ou celle-ci avait un caractère quand même inédit ? Alors, c'est certain que celle-ci avait un caractère totalement inédit de par sa violence, sa durée, voilà, son amplitude à la fois émotionnelle et opérationnelle. Ce qui est sûr, c'est que je pense qu'elle crée effectivement un avant et un après, dans le sens où la crise devient quasiment la nouvelle normalité. En réalité, vous l'avez dit, dans le commerce, et le commerce a été mis à très rude épreuve, parce qu'effectivement, on a vécu depuis 18 mois cette crise sanitaire, mais qui a été précédée par le mouvement des Gilets jaunes, des manifestations en tout genre, avant ça, les attentats. Et c'est vrai que le commerce a toujours été en première ligne de ces différentes épreuves. Donc, ce qui est certain, c'est que pour les métiers de la communication et tout ce qui rayonne ensuite au sein de l'entreprise, eh bien, il faut s'adapter à l'inattendu en permanence. Et je pense que l'époque où on arrivait à programmer des plans de communication très anticipés, très processés, très organisés, en tout cas dans notre secteur, je ne me permettrai pas de parler au nom des autres, mais est totalement révolue. Et aujourd'hui, un directeur de la communication doit être en prise directe plus que jamais avec l'ensemble du comité exécutif pour pouvoir s'adapter, faire preuve d'agilité, rebondir, saisir des opportunités pour être le plus proche possible de ces parties prenantes et montrer, pour faire le lien, parce que moi je suis très d'accord avec ce point, qu'il faut être de plus en plus transparent et de plus en plus à l'écoute et empathique. Et donc ça nécessite de s'adapter encore plus qu'avant et de faire encore plus preuve d'agilité qu'avant. Élise, Alexandra parlait des liens avec le comité exécutif ou la direction. Vous, comment ça s'est passé ? Parce que vous aviez en plus un patron qui était très exposé médiatiquement. Oui, c'est ça. Alors, Augustin de Romanet a été l'un des premiers patrons à être malheureusement malade du Covid. Donc, ça a été compliqué les 15 premiers jours de sa maladie. Il a fallu s'organiser. C'est notre numéro 2 qui est monté au front. Et ensuite, Augustin a voulu prendre la parole pour expliquer à quel point cette maladie n'était pas une grippette, qu'il fallait se protéger, qu'il fallait la prendre au sérieux. Donc, on a eu tout un plan média qui lui tenait à cœur personnellement pour expliquer aux autres patrons, aux collaborateurs, à nos voyageurs qu'il fallait prendre le Covid au sérieux. Et effectivement, on s'est tout de suite organisé. Je reprends ton exemple de dire on doit s'adapter. Ça nous a rendus agiles et réactifs. Nous, on n'a pas fait de plan de com sur 2020, fin 2020, puis aussi 2021. On a fait des plans de tactique. Donc, on s'est dit... On ne va pas pouvoir prévoir à 3 ans les enveloppes médias qu'on va mettre en place, les outils qu'on va créer, est-ce qu'on fait les vœux en présentiel, est-ce qu'on les fait en distanciel, est-ce qu'on transforme nos outils. On s'est vraiment mis en ordre de marche au niveau de la gouvernance avec le COMEX se réunissait toutes les semaines. Là, on se voyait tous les jours au plus fort de la crise. On a créé des comités intégrant les RH, les négociateurs sur nos sujets sociaux parce qu'ADP a aussi vécu au-delà de la crise économique une crise sociale et on a négocié un plan de départ volontaire, on a négocié des mesures d'adaptation de nos contrats de travail. Donc, on a vraiment fait un groupe projet RH, com et opérationnel pour suivre au plus près de la crise. Et effectivement, ça a instauré, ça a créé de nouvelles modalités de fonctionnement et de gouvernance que moi, j'espère, on va garder après la crise parce que ça nous a aussi rendu plus agiles, plus en lien, plus réactifs. Mais ça a été toute une période d'adaptation très compliquée au départ, effectivement. Ludovic, quelles sont les actions concrètes, vous, par exemple, que vous avez mis en place et que vous n'auriez jamais mis en place avant ? On dit souvent que le digital affaiblit le lien. Là, c'était le contraire, justement. On a créé, pendant cette crise sanitaire, une apps qui s'appelle Family Vie, qui permet justement de garder du lien, du contact avec nos clients. Vous savez qu'à un moment, c'est compliqué de pouvoir visiter ses proches dans les résidences à cause du Covid. Et les chiffres sont très parlants. Durant cette période-là, il y a eu plus de 9000 téléchargements de cette application. Aujourd'hui, il y a 18 000 familles qui communiquent grâce à cette apps, qui fait x10 par rapport à des temps normaux. Donc le digital peut être une solution sur nos sujets, en tout cas, de communication, très clairement. Alors, il n'y a peut-être pas cette chaleur humaine, en tout cas, mais ça permet d'ouvrir des passerelles, et ça, c'est important, vis-à-vis de nos collaborateurs, de nos clients, et puis l'ensemble de nos parties prenantes. Alexandra, votre position, vous, sur le digital, c'est un facilitateur ou est-ce qu'il n'y a pas un risque à un moment, quand même, de tomber dans la surcommunication ? Parce que c'est facile
grâce au digital? En fait, je pense que ce ressentiment, on l'a eu aussi surtout de la part de nos équipes. C'est vrai que, comme le disait Ludovic, de toute façon, on n'avait pas le choix. Donc, il a fallu basculer très vite, surtout pour nous, à partir du moment où les portes de nos magasins étaient fermées. On n'avait plus que le digital, on n'avait plus rien d'autre comme alternative. Et c'est vrai que ça a eu beaucoup de vertus. Ça a permis quand même d'entretenir ce lien très fort avec nos équipes, surtout quand on se retrouve du jour au lendemain tenu à distance malgré nous. Et nous, à ce moment-là, on a vraiment notre président, on est un groupe familial, je l'ai dit au départ, et c'est vrai que ça a été un atout absolument formidable en termes de communication dans cette crise, parce que ça permet d'incarner, de donner du sens aussi à l'action qu'on mène et de comprendre pour qui on travaille, pourquoi on le fait, et de donner une motivation et peut-être un supplément d'âme très particulier. Et je dois dire que depuis le départ, Philippe Houzé et Nicolas Houzé, qui sont respectivement président et directeur général du groupe, ont souhaité s'engager très fortement, quasiment de façon hebdomadaire, auprès de l'ensemble des équipes, mais même aussi auprès des clients. Nicolas Houzé, qui ne l'avait jamais fait dans le passé, a souhaité de façon très régulière envoyer un courrier à l'ensemble des clients des Galeries Lafayette pour leur montrer qu'il était là, sur le front, auprès des équipes qui pensaient à eux, parce que c'est vrai que l'empathie aussi a fait partie des leviers très importants. Alors après, c'était authentique, hein, c'était pas du tout quelque chose de calculé, mais c'était un besoin qu'on a ressenti très fort au sein du groupe, à véhiculer auprès de nos différentes parties prenantes. Mais à tel point que des fois, les directeurs de la communication finalement sont transformés en directeurs de rédaction, directeurs de l'information. Du coup, on a fait beaucoup de programmes. Hein. Du coup, on a fait un peu votre job de temps en temps. Ah ben ça va pas me faire plaisir. Mais de façon différente, parce qu'on a fallu informer, dire les choses, faire de la pédagogie vis-à-vis de nos collaborateurs, hein, qui découvraient ça aussi. Hein. Ce qui est intéressant aussi, c'est la confiance qu'il y a eu vis-à-vis de l'entreprise. Je pense qu'il faut qu'on en parle aussi. Des fois, les pouvoirs publics ont été défaillants sur certains éléments et il y a une confiance qui était accrue vis-à-vis de l'entreprise. On était diffuseur d'informations aussi. Du fait, encore une fois, que souvent les directions de la communication sont alliées aux directions des affaires publiques. Encore une fois, on avait souvent ce petit temps d'avance par rapport aux annonces du grand public qui sont finalement nos collaborateurs, nos clients. Et donc, des fois, on s'est transformé en directeur de rédaction pour alimenter, du coup, régulièrement. Et pour compléter ce que tu dis, moi, je pense qu'en plus, nos patrons respectifs sont devenus, eux, les directeurs de la communication du groupe. C'est eux qui sont montés au front. Non, mais c'est vrai, c'est eux donc qui ont vous piquez mon job et eux, vous piquent le vôtre, en fait. Exactement, les chaises musicales. Vous avez ce sentiment-là aussi, Élise ? Alors nous on a dépoussiéré grâce à cette crise et grâce au digital. On avait encore pas mal d'outils papier, des outils hebdomadaires, mensuels, des choses un peu plan-plan. Donc la crise a permis de passer d'un magazine papier à une newsletter hebdo, à des images du jour, donc des communications plus digitales, plus empathiques. Le lien direct avec le patron aussi. C'est vrai que Augustin de Romanet, il faisait ses messages d'annonce aux collaborateurs à l'iPhone, depuis chez lui, depuis nos bureaux de passage. Donc voilà, c'est des formats qui conviennent aujourd'hui aux jeunes, qui sont plus rapides, plus directs, sans intermédiation. Donc on a fait aussi des économies en mettant à la cave tous nos formats de communication qui étaient plus ancestraux et plus indirects, on va dire. Donc je pense que ça a permis de bien dépoussiérer. Et dans le rôle du DIRCOM dans tout ça, c'est vrai que cet ADN d'information, on l'a déjà beaucoup à l'aéroport, puisque la communication d'un aéroport, c'est aussi beaucoup d'informations. Nos passagers, ils veulent savoir quand le RER B est planté, quand il y a un bagage abandonné, combien de temps on met pour rejoindre la capitale en voiture. Donc, on avait cette habitude-là d'information qui a explosé pendant la crise et qui a rebasculé aussi sur l'interne. Et effectivement, on a senti, nous, qu'on apportait à nos collaborateurs dans des moments où ils étaient loin les uns des autres, dans l'attente des annonces de l'exécutif, dans l'attente de réponses sur qu'est-ce qui va se passer, quand est-ce qu'on va retrouver une vie normale. Ils attendaient énormément de choses de l'entreprise. Alors ça a été peut-être plus difficile chez nous que chez toi, Ludovic, puisqu'on était dans une période sociale compliquée avec des négociations très lourdes et donc on ne pouvait pas tout dire. Donc j'en reparlerai peut-être après, mais il y avait un rôle très important de la communication managériale. Donc nous, on a surtout travaillé à équiper les managers d'outils pour répondre à leurs équipes, puisque le top-down ne pouvait pas se faire du coup du droit de réserve des négociations. Mais voilà, effectivement, le DIRCOM plus au devant de la scène et l'entreprise avec des attentes très très fortes de la part de l'interne. On a ressenti ça aussi beaucoup. Mais Ludovic, c'est quelque chose que vous allez garder, là, ce côté un peu patron de votre rédaction de Domusvie? Je pense que c'est un des challenges des DIRCOM. Je pense qu'on a montré qu'on
été très utile pendant la crise. D'abord, on était au cœur du réacteur. On était, comme tu le disais, Élise, dans les veilles sanitaires qui étaient quotidiennes avec les directions médicales, avec les directions des ressources humaines. Ça n'a pas toujours été le cas. Là, vraiment, la communication était au cœur, était apporteur d'informations, j'ai dit tout à l'heure, mais aussi elle influait sur la stratégie de la communication de l'entreprise et sur son bouclier réputationnel. Je pense que l'enjeu pour nous, c'est de transformer l'essai, finalement, puisque c'est le retour de la communication, sans paraphraser quelqu'un qui a dit ça ce week-end. Aujourd'hui, il faut qu'on transforme et qu'on montre qu'on est utile tout le temps, même hors période de crise. C'est un des enjeux, en tout cas. Je pense qu'on est bien parti, en tout cas, pour montrer l'utilité et le caractère central, en fait, de la communication au sein de la stratégie de l'entreprise. Il y a un retour de la communication en place stratégique, vous pensez, Alexandra ? Tout à fait, tout à fait. Et effectivement, maintenant, l'enjeu, c'est vraiment d'installer ça. Mais je pense que ce case study... ce crash test. Crash test. Grandeur nature. Grandeur nature aura achevé de le prouver. Mais je pense que surtout, ça a peut-être aussi achevé de faire tomber une barrière qui existait déjà avant le Covid, mais qui s'est encore accentuée par cette crise. Je reviens sur cette quête de sens et de transparence. Le but, c'est pas de tout dire de façon désordonnée, mais en tout cas d'assumer que le patron aussi dans sa communication aujourd'hui, il ne peut pas tout maîtriser, il ne sait pas tout, on le voit bien. On espère que les annonces qui vont être faites ce soir par le gouvernement ne vont pas nous remettre aussi dans une quatrième situation inconfortable, mais la réalité c'est qu'on est tous dans une certaine forme d'impuissance face à cette situation, et donc voilà, il faut avoir une communication qui puisse s'adapter aussi à ça et assumer le fait de ne pas tout savoir, de ne pas pouvoir tout maîtriser et tout anticiper. Je pense que cette quête de sens, de transparence et de discours, de réalité finalement vis-à-vis des équipes, vis-à-vis des clients, vis-à-vis de tout le monde sera gagnant aussi pour le patron. Et ça, c'est un vrai sujet. Nous, on s'est beaucoup posé la question, qu'est-ce qu'on dit quand on peut rien dire ? Oui. Qu'est-ce qu'on fait pour rassurer, créer du lien et quand même envoyer des messages à un moment donné où on n'a pas les annonces du gouvernement, on ne sait pas où on sera dans 15 jours, etc. Donc, je pense qu'il y a 2-3 règles un peu importantes. Il faut essayer de donner rendez-vous. De dire, je ne peux rien vous dire aujourd'hui, mais on attend telle nouvelle et on pourra vous en dire plus dans 15 jours. Essayer de fixer des rendez-vous. Essayer de quand même créer des moyens d'échange, de questions-réponses, même si on n'a pas d'annonce à faire. Nous, on le sentait, il y avait des équipes qui avaient besoin d'avoir des nouvelles. Quand est-ce qu'on rouvre le terminal 1 ? Quand est-ce qu'on rouvre Orly 3 ? Même si on n'a pas la réponse tout de suite, créer un temps d'échange pour que les gens puissent poser des questions et voir leur manager. Mais voilà, ça, c'est des petites choses qu'on peut typiquement, si on reprend pour nous les périodes où nos portes étaient fermées, et on ne savait pas pour quelle durée elles étaient fermées, mais même le fait de façon hebdomadaire, sous format de courrier ou de petites vidéos, peu importe finalement le canal par lequel on passait, mais ne serait-ce que dire aux équipes, écoutez, on continue à avancer, on ne sait pas quand est-ce qu'on va pouvoir ouvrir, mais sachez que cette semaine, on a fait ça auprès des pouvoirs publics, on en est là sur notre réflexion, etc. Les embarquer avec nous sur cette épreuve collective, finalement. Là aussi, je pense que ça joue même sur le sentiment d'appartenance et de fierté vis-à-vis de son entreprise. C'est le retour de la modestie, dans nos métiers en tout cas. C'est-à-dire c'est-à-dire qu'on a appris à ne pas savoir, les dire comme déteste, ne pas maîtriser, clairement. On a l'habitude de dire que la communication, c'est assez simple, c'est le bon message au bon moment, aux bonnes personnes. C'est un triptyque assez connu. Et là, finalement, on ne maîtrisait rien. Voilà. Et donc, je pense que ça nous a aussi appris à avoir un recul par rapport du coup, au travail qu'on pouvait faire au quotidien. Je partage totalement les analyses qui ont été dites. C'est une certaine forme de modestie par rapport à ce qu'on a pu faire dans le passé. Et c'est, j'ai envie de dire, la communication sort grandie de ça, je pense, très clairement. Vous avez le sentiment, Élise, que ça vous a fait progresser dans votre métier, dans votre fonction de directrice de communication ? Ah oui, très, très clairement. Et puis on a été forcé d'innover ou de mettre fin à des pratiques qui étaient dysfonctionnelles. Je prends un exemple. On a, comme la RATP, la SNCF, mis en place toute la communication sanitaire dans nos terminaux pour redonner confiance à nos passagers, et à la fois expliquer les règles, mais aussi leur dire qu'ils étaient en sécurité quand ils étaient dans nos terminaux ou dans l'avion. Ça, on l'a fait en partenariat avec Air France. On a créé un label. Aujourd'hui, Air France et ADP sont Skytrax niveau 5, donc c'est la classification dans le milieu aéroportuaire sur la sécurité sanitaire. C'est des choses qu'on n'aurait jamais fait il y a 3 ans, même avant la crise. Donc ça nous a permis d'être plus coproducteurs, d'être plus coopératifs.
Et voilà, quand on est en guerre contre quelque chose, contre un virus, un satané virus qui nous a tous mis par terre, on se serre les coudes. Ça nous a rapproché notre principal client, alors qu'on avait des territoires de marque, des territoires d'expression qui étaient parfois en concurrence. Là, on s'est vraiment serré les coudes et on s'est dit, bon, il faut qu'on crée cette nouvelle identité sanitaire, il faut qu'on trouve des opérations en commun, il faut qu'on avance pour nos passagers ensemble. Voilà, donc ça nous a permis de progresser et d'apprendre de l'autre, parce que quand on est dans l'adversité, il faut bien se serrer les coudes. Donc ça a été très positif, je pense, de ce point de vue-là. Alexandra, ça a changé la relation que vous avez avec à la fois vos collaborateurs, vos fournisseurs, vos clients ? Sûrement, mais pour le mieux, je l'espère. Et c'est vrai que pour rebondir sur cette question des mesures sanitaires, nous aussi, au début, ça nous semblait totalement contre-intuitif d'avoir à se justifier sur la sécurité de nos lieux de vie, finalement. Et finalement, voilà, on s'y est évidemment plié, surtout qu'il faut dire que sur cette question-là, le gouvernement ne nous a pas aidés, puisque finalement, les grands magasins ont été très stigmatisés, comme de par le symbole qu'ils représentent, comme un lieu presque dangereux, non essentiel d'une part, ce qui pour les collaborateurs est quand même un message très très difficile à avaler, mais en plus, à cause de nos fermetures prolongées, souvent seuls contre le reste des petits commerces qui, eux, pouvaient rester ouverts. Pour nous, ça a été un impératif, du coup, de communiquer sur ces mesures sanitaires, d'autant que, finalement, quand on est un magasin très grand comme nous, enfin, comme le sont chacun de nos magasins, que ce soit à Paris ou en province, le fait d'être grand, d'avoir de l'espace, de pouvoir circuler, ça expose à moins de risques que le contraire. Et ce qui a été très intéressant là-dessus aussi, c'est toute la partie formation qui a été menée notamment par les ressources humaines, pour expliquer aux équipes qu'elles devaient elles-mêmes être ambassadrices de ces mesures sanitaires et expliquer aux clients, jouer un rôle de pédagogie et de réassurance auprès des clients pour leur expliquer que chez nous, le port du masque est obligatoire, que les vêtements essayés sont mis en quarantaine pendant quelques heures, on essaye le plus possible de ne pas essayer, qu'il y a des plexiglas. On a même formé des agents à chacun de nos étages pour expliquer les gestes barrières aux clients qui le souhaitaient. Enfin voilà, on a mis vraiment en place tout un dispositif et c'est vrai que le fait d'embarquer les équipes aussi dans cette démarche, je pense, les a beaucoup animés. Ludovic, vous aussi, vous avez eu le sentiment de jouer un peu les évangélisateurs de ces mesures sanitaires ? Oui, surtout nous, on était en première ligne, forcément, oui. Dans le médico-social, avec nos EHPAD, nos résidences seniors, ou même le service à domicile, qui fait partie du groupe Domusvie. Non, totalement, on a joué ça. Nos collaborateurs aussi ont joué ce rôle d'ambassadeur, en effet. Et pour ça, il fallait qu'ils soient bien armés, du coup, qu'ils aient eux-mêmes des bons arguments, en tout cas, s'ils souhaitaient le faire. Et donc, c'est ce rôle de pédagogie dont on évoquait tout à l'heure. On est même un peu au-delà de la communication. C'est pour ça que je reviens aussi à l'information. Je pense que c'était extrêmement important durant cette crise sanitaire, ce rôle d'information qu'on a pu avoir. Finalement, revenir aux basiques, finalement, de nos métiers. Et c'est vrai qu'informer, dire défoncer pas, dire on aura bientôt la réponse à vos questions, mais en tout cas organiser ça, c'était extrêmement important. Et c'est comme ça, je pense, qu'on a pu garder les gens avec nous. Très clairement. Il y a, vous savez, ce point de crête où, à un moment où tout bascule, où finalement vos salariés vous lâchent d'une certaine façon, parce qu'ils n'ont plus confiance en vous, en tout cas. Et c'est grâce, je pense, à la confiance qui est, à mon avis, le socle indispensable pour toute communication. Si on n'a pas cette confiance-là établie, qui met des mois et des années à se construire, qui peut partir aussi rapidement, mais qui met beaucoup de temps à se construire, on est sur ce point de crête où on arrive à garder, motiver les gens. Parce qu'il faut à un moment prendre sa voiture, aller travailler dans un EHPAD. Non, mais c'est ça, c'est qu'à un moment, si vous ne gardez pas cette confiance, ils ne viennent plus travailler. Totalement. Voilà. Donc on a un vrai rôle. Et encore une fois, c'est pour ça que je pense que la communication est devenue vraiment centrale dans la stratégie de nos entreprises, très clairement, à l'image de la crise sanitaire. Très clairement. Élise, vous en gardez quoi si vous devez garder un truc de cette crise ? Alors j'en ai parlé au tout début, mais c'est vraiment la fermeture d'Orly. Pour moi, qui a été un élément symbolique très très fort. L'aéroport, c'est un écosystème, et je pense qu'au-delà d'ADP, toute la communauté d'Orly, les élus locaux, les riverains, les entreprises sous-traitantes ont vraiment été choqués par la fermeture de l'aéroport, qui même en temps de guerre n'avait pas fermé, qui n'avait jamais fermé de son histoire. On a eu des retombées médias phénoménales sur le sujet, beaucoup de presse internationale aussi. Le Monde regardait et disait la France ferme son aéroport de point à point. Donc c'était extrêmement marquant.
On l'a rouvert contre l'avis des responsables financiers dans l'entreprise parce que c'était un coût alors qu'on avait perdu 80% de notre trafic à Paris, la moitié de notre chiffre d'affaires. Donc c'était une hérésie financière, mais c'était très important symboliquement pour toute la communauté de le rouvrir. Et si je garde un bon souvenir de cette période-là, c'est quand on a effectivement rouvert Orly, après avoir fait toute une campagne bientôt réunie, une campagne digitale, hashtag pour nos collaborateurs et la communauté. La réouverture de l'aéroport a été un moment de respiration, de perspective et d'espoir pour tout le monde. Alexandra, le prochain défi que vous aurez relevé, ce sera quoi ? Oh là là, écoutez, il y en a pas mal. Maintenant, ce qu'il faut, c'est qu'on arrive vraiment à mettre cette crise derrière nous, parce que c'est vrai que les gens ont tendance à aller de l'avant, à reprendre leur vie d'avant. Or, un peu comme ADP, nous, on est vraiment au croisement des deux industries qui ont été les plus touchées par cette crise, le retail et le tourisme, et que cette crise, pour nous, n'est pas terminée. On le sent encore dans nos chiffres, nos performances restent très difficiles, on reste privé d'une grande partie de nos clients, aussi du fait de la fermeture des frontières. On n'est pas encore revenu à un niveau de sérénité aussi dans l'esprit de nos clients, bien que je disais à mes deux acolytes juste avant de rentrer sur le plateau que c'est vrai que là, on sent, en plus, en cette période de fête de Noël, il y a une envie de consommer, il y a une envie de se faire plaisir, et puis on sent que nos équipes ont envie vraiment de se dépasser pour pouvoir faire plaisir à nos clients. Et d'ailleurs, on s'est dépassé puisque nos magasins là sont plus beaux que jamais. Je vous invite à venir jeter un œil. Mais c'est vrai qu'on a, alors que nous aussi, pas retrouvé nos niveaux d'activité pré-crise, on a fait comme si on y était, parce qu'on a besoin d'embarquer tout le monde et de montrer que la vie reprend le dessus. Mais je pense que le vrai défi, ça va être maintenant... je me souviens de cette interview d'ailleurs d'Augustin de Romanet qui annonçait en 2020 qu'il n'y aurait pas de reprise avant 2024. Ouais, optimiste 2024. Et on lisait 2027. ça, on se disait mais c'est pas possible. Et en réalité, on va y être. Ouais, on va y être. Donc ce qu'il faut, c'est continuer à rester combatif. Parce que moi, si je garde un souvenir quand même de toute cette période, c'est l'esprit de résistance qui caractérise ce groupe familial, mais du coup aussi toutes les équipes. Vraiment, on a senti, on n'a pas eu de défection. Tout le monde est resté très combatif sur le terrain, même si... Évidemment, beaucoup d'équipes ont été mises en activité partielle pour réduire les coûts et puis s'adapter à la fermeture des magasins. Mais malgré tout, on a conservé pendant toute cette période cette esprit de résistance et de conquête. Donc, on reste combatif pour la suite. Mais ce qu'il faut, c'est qu'on arrive à placer définitivement cette crise derrière nous. Et on n'y est pas encore. Et se vacciner. Et Ludovic, combatif aussi alors un seul enjeu, rester mobilisé. Parce que finalement, cette crise, c'est un marathon. Ouais. Nous, communicants, on a l'habitude de gérer des communications de crise. En général, ça monte très très haut et ça descend très vite. Là, ça a duré très longtemps, beaucoup de travail. Pendant ce temps-là, la vie, l'entreprise continue. Donc, il y a aussi d'autres projets qu'il faut mettre en valeur, la RSE, etc., en termes de communication. Là, la vie ne s'arrête pas, du coup, pendant cette crise sanitaire. Donc, mobilisation et puis rester en forme. Je pense qu'on va en avoir besoin parce que c'est pas fini. Voilà. Merci beaucoup, Ludovic Boursin, directeur de la communication et des affaires publiques de Domusvie. Élise Herman, directrice de la communication du groupe ADP. Et Alexandra Van Weddingen, directrice de la communication corporate du groupe Galeries Lafayette. On se retrouve bien évidemment le mois prochain pour un nouveau numéro de Smartcom. Il est temps que les vacances arrivent pour moi aussi.